Et puis aussi, c'est que la Tunisie est plus près que le Maroc. Le coût de l'avion est moins cher. Voilà, ici je suis à 1h15 agressif que les Marocains. Les Tunisiens sont des séducteurs. Oui. C'est le business. Oui. Voilà. Oui. Et c'était moi, ça me touchait plus. Le business dans le sens du dragueur que du business dans les affaires, le business. Tout à fait, c'est ça, c'est ce mot-là qui mélange les deux. Oui, voilà. C'est intéressant. سلام لاباس سلام كيفك Je vais lancer mon message. Venez tous à Mouton Vert, car tout est vert. Le cœur, la chaleur, le temps, tout est vert. Donc je vous attends. Allez, un bon mouvement. Venez. Bonjour, Monsieur Bruno. Nous sommes ici chez vous. On est exactement où? Vous êtes à Nguetcha. Oui. Nguetcha, c'est un mot qui dépend de la Roya. Alors, je prononce mal le mot Roya. Oui. Je le signale, c'est R-O-H-I-A. Et en arabe, j'arrive pas à le dire. Rouhiya. Voilà. Très bien. Voilà. Et donc, vous êtes français. Est-ce que je peux plus ou moins vous poser quelques questions sur votre parcours? Bien sûr. Donc, vous êtes né où exactement en France? Je suis né à côté de Paris, un village qui s'appelle Gargenville. Gargenville, très oui. bien. Et donc, il y a 50 km de Paris. D'accord. Et j'y suis resté jusqu'à l'âge de 25 ans. À 25 ans, je me suis marié. Très bien. Et mon épouse était niçoise. Donc nous sommes restés dans la région parisienne pendant 5 ans et après on a fait des pieds et des mains pour descendre dans le sud. D'accord. Et on a réussi à descendre effectivement dans le sud. Très Ma bien. femme était enseignante donc voilà. Très bien. Et donc vous avez fait quoi comme métier? Moi je suis psychothérapeute. Très bien. C'est-à-dire qu'à l'origine j'ai fait des études de psychologie, de sociologie et je me suis aperçu que le travail que l'on pouvait faire sur les groupes, puisque j'ai travaillé à l'UNCANS, c'est un organisme national de la sécurité sociale, pour travailler sur le management et sur les relations humaines. Parfait. Et je me suis aperçu qu'au fur et à mesure de ce travail, on retrouvait les mêmes questions, les mêmes demandes quelques temps après. Donc la pression du groupe, du travail était plus forte que les bénéfices qu'on pouvait trouver lors de ces stages. C'est pour ça que je me suis penché sur l'individu, plus que sur le social. Et l'individu, j'ai entamé moi-même une psychanalyse de 7 ans et j'ai fait un travail corporel pendant 5 ans avec un monsieur qui s'appelle Pierre Akos, un médecin américain. Et je suis rentré dans une filière, pour ceux qui connaissent, une filière qui se réclame de Wilhelm Reich. C'est-à-dire que le corps et l'esprit, c'est la même chose. S'il y a un traumatisme corporel, il y a un traumatisme psychique et inversement. Donc mon travail consistait à prendre la personne dans sa globalité, de travailler sur le corps à travers des exercices appropriés. Et de ce fait, j'ai écrit un livre sur ces techniques.
Donc, ce sont des recherches de laboratoire, soi-disant. Oui, oui, mais qui petit à petit, j'ai eu une clientèle particulière et j'ai créé un institut de formation de la psychothérapie. Parfait. Voilà. Donc, ça a duré combien d'années, tout ça? 25 ans. 25 ans. Et après, qu'est-ce que vous avez changé? Vous avez changé de métier? Non, 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 non. Après, je suis venu ici. 25 ans après, c'est la retraite. Entre-temps, je vous signale, je travaillais à Lucans. D'accord. Donc Pendant des années, pendant, je sais plus, 10 à 20 ans. D'accord, voilà, parce qu'il y a 20 ans au milieu. Voilà, voilà. Là, je faisais de la formation. D'accord. De la formation professionnelle. Parfait. Avant de devenir psychothérapeute. Donc, vous avez travaillé pour l'État français? Enfin, pour la sécurité sociale. Oui. Sécurité sociale, d'accord. Et après, vous avez décidé de prendre votre retraite et de vous installer en Tunisie. C'était quelle année? C'était en 2003. 2003. J'ai commencé en janvier 2003. Oui. Et pourquoi la Tunisie? Voilà, alors pourquoi le Maghreb déjà? D'accord. Pourquoi le Maghreb? Déjà, pourquoi le Maghreb? C'est parce que mon angoisse, c'était de ma retraite être enfermé dans un mouroir de luxe en France, c'est-à-dire dans une maison de retraite. Je ne concevais pas ma retraite de cette manière dans l'attente de la mort. Parce que j'avais vu ma mère mourir comme ça. Donc ça m'a traumatisé et j'ai dit, moi jamais je ferai ça. Donc, et pourquoi le Maghreb? Parce que j'ai toujours été attaché, j'aime l'histoire. Oui. Et j'étais frappé par la civilisation des Omeyyades en Espagne, dans les années 1200. Du temps d'Avicenne, du temps des grands, où cette civilisation a illuminé le monde. Et cette civilisation m'a frappé aussi, ce monde musulman m'a frappé, comment avec un petit village en Arabie, on a pu aujourd'hui parler, plus d'1 milliard de personnes parlent arabe. Oui, c'est vrai. C'est le phénomène qui m'a intéressé, le phénomène historique et sociologique qui a amené tous ces gens. Bon, c'est à travers l'apprentissage du Coran, je comprends bien, mais c'était un phénomène qui, moi, m'intéressait. Tout à fait. Et puis, pourquoi aussi le Maghreb? Parce que je n'avais pas les moyens financiers en France de faire ce que j'ai fait ici. Donc c'était le coup de pouce qui m'a dit intégrer, d'une part la culture m'intéressait, la culture arabe m'intéressait, et d'autre part au niveau économique j'avais intérêt à m'installer dans le Maghreb. Donc j'ai sillonné tout le Maroc. L'Algérie je connaissais parce que j'ai fait la guerre d'Algérie, donc j'y mettais pas les pieds. Et j'ai sillonné toute la Tunisie. Et j'ai choisi la Tunisie, pourquoi? Parce que je pense que les Tunisiens sont moins agressifs que les Marocains. Les Tunisiens sont des séducteurs. C'est le business. Voilà. Et c'était moi, ça me touchait plus. Le business dans le sens du dragueur que du business dans les affaires, le business. Tout à fait, c'est ce mot-là qui mélange les deux. Voilà. C'est intéressant d'ailleurs. Très bien. Ça mélange les deux, c'est-à-dire les affaires et la séduction. C'est clair. Donc ça m'a attiré finalement parce que c'était pour moi mieux gérable que d'être confronté à une agressivité. Et puis aussi, c'est que la Tunisie est plus près que le Maroc. Le coût de l'avion est moins cher. Voilà, ici je suis à 1h15 de la France, c'est de l'autre côté, c'est un grand pas. Oui, tout à fait. Voilà. Et votre origine, vous avez d'origine arabe, non? Non, non. Quel est votre nom de famille? Alors moi c'est Bruno Bonato. Ah, italien. Bruno Eduardo Bonato, je suis d'origine italienne. D'accord, ok, d'où de l'Italie? Veneto. Venise. Venise, oh là là, c'est la ville de l'amour. Oui, de l'amour, de la beauté et de l'amour. Je suis amoureux de la beauté. Très bien. Donc vous êtes jeune, je crois, maintenant, combien vous avez, 60 ans, 65 ans? J'ai 78 ans. 78 ans, vous ne le faites pas. Et c'est très bien, donc ici en Tunisie, maintenant, après cette expérience depuis 2003, aujourd'hui on est 2013, donc 10 ans, vous avez exaucé votre rêve, monsieur Bounois? Oui.
Oui, j'ai exaucé mon rêve, mais je suis fatigué. Fatigué. Voilà, je suis fatigué. Pourquoi vous êtes si vite fatigué? Fatigué dans le sens où, par exemple, je dois faire la vaisselle, je balaye, je sers les autres, ben, j'en ai marre de servir les autres. Je voudrais me retirer et passer la main à mon fils, qui, j'espère, va venir là au mois de mai prendre le relais. Et votre fils, Eric, c'est ça? Oui. Il a 56 ans. Oui. Il a 53 ans. 53 ans. Donc aujourd'hui, il est au Canada? Non, il est à Tahiti. À Tahiti. Qu'est-ce qu'il fait à Tahiti? Il fait du coaching. Il a pris un peu, il a fait beaucoup de choses. Entre autres, il a fait un DEA d'histoire, il a fait une licence de psychologie, une licence de lettres. Bref, il a beaucoup étudié. D'accord. Et maintenant, il fait coaching auprès des cadres à Tahiti. Et il est d'accord pour venir s'installer ici? Oui, il connaît, il est venu ici, ça leur plaît beaucoup. D'ailleurs, j'ai des photos de lui ici. Parfait, on va voir les photos aussi. Mais pourquoi Eric va s'installer en Tunisie? Qu'est-ce qui l'attire pour continuer votre parcours, votre expérience, votre aventure? Moi et mon fils, j'ai la chance, mes enfants, parce que j'ai une fille aussi, on est dans une espèce d'osmose. On s'aime, hein, on se respecte et ça marche très bien. On n'a jamais eu de heurts. Et je pense que mon fils, il a fait un DEA d'histoire. Pourquoi? Parce que moi j'aimais l'histoire. Il a fait une licence de psychologie. Pourquoi? Parce que moi j'ai fait de la psychologie. En fait, il a marché dans mes pas. Vous êtes son exemple. Voilà, la réalité c'est ça. Et exactement. En fait, le coaching c'est quoi? C'est aussi une espèce de relation thérapeutique avec l'autre pour lui donner conseil de mieux avancer dans la vie. Très bien. Donc quelque part c'est mon reflet. Parfait. Bonne chance pour Eric pour les prochaines années. On reste maintenant avec vous. La Tunisie, comment vous voyez la Tunisie après la révolution du 14 janvier 2011? Alors, il faut savoir que lorsqu'il y a eu la révolution, je l'ai dit moult fois, j'ai pleuré parce que pleurer de joie, de voir un peuple qui se libère, c'est pour moi magnifique. Moi qui suis pour la liberté de l'individu, arriver enfin à ce que les gens puissent penser par eux-mêmes, c'est pour moi extraordinaire. Moi, quand je suis arrivé en Tunisie, personne n'osait parler. On était dans la peur constante de la dénonciation. Ouf! Un vent de liberté est entré, et d'ailleurs c'était euphorique, le peuple est descendu dans la rue, dans la joie, etc. C'était magnifique. Mais pour ça, alors on réclamait démocratie, mais la démocratie, ça s'acquiert, ça s'apprend, ça se dicte pas. On ne dit pas tu vas être en démocratie. Il faut se l'accaparer, ce mot, il faut le vivre. Parce que la démocratie, c'est la responsabilité de l'individu par rapport aux autres. Voilà, c'est devenir responsable. Et ici, on n'a pas compris ça comme ça, je crois. On a compris que l'État doit subvenir à mes besoins. L'État, c'est tout, il doit me prendre en charge. Moi, par exemple, j'ai cherché longtemps des gens pour venir ici être directeur de l'établissement ou pour s'occuper. On me répondait, ben non, parce que j'attends une charge, j'attends que l'État rentre dans la fonction publique. D'accord. Voilà. Et il n'y a pas ce désir de réalisation individuelle, on attend tout des autres. Et la révolution, ça aurait pu amener une modification de la pensée, de la mentalité, et je crois que ça ne l'a pas fait. C'est ça qui est dramatique, à mon avis. Ceci dit, moi je suis confiant, j'aime le peuple tunisien. Très bien. J'aimerais bien devenir tunisien d'ailleurs, j'aimerais avoir la citoyenneté tunisienne. D'accord. Revenons sur votre projet, après on reviendra sur la politique franco-tunisienne. Nous voulons savoir exactement pourquoi vous avez choisi Nguetcha et à quoi consiste votre projet. Alors, Nguetcha, j'ai choisi parce que c'est le Mektoub. C'est le Mektoub qui m'a amené ici. J'étais à Tabarka en janvier, le jour de l'an de 2003. Vous êtes venu comme touriste ordinaire? Oui,
oui, Voilà. touriste ordinaire, comme je venais souvent en Tunisie parce que mon intention était de m'installer. D'accord. Où je ne savais pas. Et là, j'ai rencontré sur un bateau de pêche un garçon qui parlait français. Et le parlant français, nous avons communiqué. Parfait. À la fin de la pêche, il me dit, bah, écoute, si tu veux, tu montes chez moi. Chez moi, c'était ici. C'était ici, Ingetcha. Et quand je suis arrivé sur ce plateau-là, Oui. il y avait des fleurs partout, des petites fleurs des champs. Oui. Et j'ai vu cette vue. Et pour Elle moi, est magnifique. Et c'est là que j'ai dit, ben voilà, en fonction de ce que je suis, Oui. de ma pensée et de, comment dirais-je, de ma relation à l'énergie universelle, je me suis dit, voilà, c'est là où je veux être. Excellent, excellent. Donc et maintenant, vous avez pensé créer un projet touristique. En fait, c'est pas un projet touristique à l'origine. Oui. C'était un projet de vie près de la nature. Il y a, en France, il y a un endroit qui s'appelle Trimurti, à Cogolin, qui reçoit les stages, tous les stages de yoga, les stages de bien-être, les stages de relaxation, les stages, tout ce qui est de l'ordre de la psychothérapie et de la psychologie. Oui. Et je voulais créer ça ici. Parfait. C'est-à-dire créer un lieu où les gens se sentent bien pour se retrouver eux-mêmes. C'est pas dans le sens touristique où j'attends les bus qui amènent les touristes. C'est pas ça, moi, mon objectif. Mon objectif, c'est on a envie d'aller là parce que là, je suis sûr de trouver quelque chose qui me convient. D'accord. Et c'était la somme globale de l'investissement, c'était de combien? Alors, j'ai investi au fur et à mesure de mes gains, puisque je n'ai pas de fortune personnelle. Hein. C'est le fruit de mon travail. Très bien. J'ai investi, en fait, on a fait 630 000 dinars, ce qui doit faire 315 000 euros. Voilà. Mais je pense que c'est plus que ça, que la valeur, ça doit être dans les 750 000 dinars, c'est-à-dire 375 000 euros. D'accord. Et quand vous êtes arrivé ici avec cette somme, la somme était suffisante pour... Ah non, c'est pas cette somme, elle n'est pas venue comme ça, je n'avais pas une somme à investir. Oui. Je l'ai construit pierre par pierre. Parfait. Voilà, moyen par moyen. Et vous n'avez pas eu de dons ni de crédit bancaire? Aucun. Personne ne m'a jamais aidé. Et même, vous n'avez pas regardé aux côtés de nos amis français pour que vous donniez un coup de pouce? Les ONG Alors, la seule chose que je sais aujourd'hui, c'est que l'ambassade de France est prête à me prêter 100 000 euros. Très bien. À condition que j'achète le matériel en France. D'accord. Voilà. Parfait. Ça, je sais. Donc, actuellement, il y a un projet un projet agricole qui est en train de se faire à Lodno. Et le matériel qui est prévu dans ce projet agricole est de 200 000 dinars, c'est-à-dire 100 000 euros. Parfait. Alors peut-être que je vais me servir du prêt de l'ambassade de France. D'accord. En dehors de l'ambassade de France, est-ce qu'il n'y a pas d'autres organismes parce que vous savez très bien que les Français, les Européens, ils sont en train de regarder jour et nuit comment aider à créer des emplois en Tunisie. Est-ce qu'il n'y a pas une possibilité que vous aurez de l'argent aussi pour finir votre projet? Écoutez, moi je suis isolé ici, je ne connais pas. J'aimerais connaître des ONG qui m'indiquent. J'ai même demandé à l'ambassade, mais apparemment il n'y a pas eu de réponse. J'aimerais connaître moi des organismes qui soient prêts à donner un coup de pouce. Le coup de pouce majeur serait d'installer l'eau. Je crie fort qu'il n'y a pas d'eau ici. C'est une région semi-aride. Que mon combat pour l'eau, c'est le combat de la vie. C'est le combat de la vie, l'eau. D'accord. Et je vois des enfants avec des ânes et des gros bidons aller chercher l'eau à la source à 20 km. C'est la misère noire ici. Moi, j'ai créé un sondage de 110 mètres de profondeur parce qu'il n'y a pas d'eau. Or, il y a eu des investissements qui ont été faits pour la Roya, monter l'eau de la Roya jusqu'ici il y a 15 ans. Ils ont dépensé des millions. Ça fonctionnait, mais les paysans après ont refusé de payer le 2-3 dinars pour le fonctionnement de la pompe. Le STEG a arrêté les pompes et depuis il n'y a plus d'eau. Et bien sûr, tout
le matériel, ben, ils sont en veau de l'eau, c'est perdu. Voilà, c'est dommage. C'est triste de voir ça. C'est dommage. Et quelle est la solution maintenant dans les médias? Ben, dans l'immédiat, il faudrait déjà que vraiment le gouverneur, Oui. l'État prenne ça en main en disant, bon, c'est un peuple qui a besoin d'eau. Oui, L'eau, comment on peut vivre sans eau? C'est pas possible. exactement, C'est pas exactement. possible. Et Et qu'est-ce je qu'il- vous assure, c'est des enfants de 4-5 ans qui vont chercher l'eau. C'est horrible à boire. Et qu'est-ce qu'il pense, monsieur le gouverneur? Bah, d'abord, ils se sont succédés, les gouverneurs. Hein. Oui, Et puis, il n'y a pas d'argent. oui, Et on sait que, alors nous, dans le centre de la Tunisie, on dit que nous sommes les oubliés. Enfin, c'est pas moi, c'est les autochtones. oui, Ils sont les oubliés de l'État. La preuve, c'est qu'à Siliana, ils ont été obligés de descendre dans la rue. Il y a eu des morts Ouais. pour prouver notre existence. oui. Voilà, le problème, il est là. C'est qu'on ne s'occupe pas de nous. Il n'y a pas d'argent. Oui. Donc, vous, politiquement parlant, la Tunisie, qui est dans une situation plus ou moins difficile, il y a une crise. Oui. Comment trouver des solutions dans toute cette marasme, dans cette situation très très difficile? Ben, moi, la solution qui me paraît la plus Logique. raisonnable, Oui. c'est déjà de terminer la Constitution. Il faudrait que les partis politiques prennent en compte que sans Constitution, un État ne peut pas vivre. D'accord. Terminer la Constitution et faire des élections générales Mhm. d'une manière saine, ouverte, claire. bien. Et puis, c'est ça la démocratie, il en sortira une majorité qui, pendant un temps, va gouverner la Tunisie. J'espère dans le plus bref délai. Monsieur Bruno, comment vous êtes reçu ici, dans cette région? Là où je vois que les plaines, il y a des agriculteurs, il y a de petits fallah, comme on dit chez nous, agriculteurs. Donc, quel contact vous avez avec eux? Très bon. J'ai Très un bon. très bon contact avec eux. Oui, Je suis connu comme le loup blanc puisque je suis le seul français. oui, Et j'ai un très bon contact avec tous. Hein. très bien. Ouais, ouais. Donc, pour essayer d'aider et donner aussi un coup de pouce, plus de pouce, un coup de poing pour que votre projet monte si haut, qu'est-ce qu'il faut faire? Quel appel vous lancez à nos amis tunisiens et à nos amis français aussi? Bah, pour moi, à nos amis tunisiens, à nos amis français, si on règle le problème de l'eau de la région, D'accord, c'est un grand pas en avant. parfait. Déjà, je ne parle pas que pour moi, là, c'est pour la région. D'accord, Pour la région aussi, c'est que ce sont des gens pauvres, très pauvres. Oui. Ils vivent avec 150 dinars, une famille de 6. c'est triste. C'est triste, Ouais. ils sont très pauvres. Oui, Donc, il faut créer une plus-value, à mon avis. La plus-value, je pensais, par rapport aux oliviers, parce Ouais. que moi j'en ai planté 2000, mais plein d'agriculteurs ont des oliviers, très bien, c'est de créer une qualité d'huile biologique. très bien. Puisque moi je fais un travail écologique ici, Oui, oui, de proposer une qualité biologique et de fédérer tous ces agriculteurs oui, pour faire une marque commune qu'on essaiera de vendre en Europe. parfait, Voilà. parfait. C'est l'objectif. Alors, ce projet, je l'avais déjà fait avant la Révolution. Oui, Ça a été arrêté faute que les banques n'ont pas voulu financer le moulin. oui, Et néanmoins, il y avait à l'époque, je ne sais plus combien, 30 agriculteurs. Ça faisait plusieurs milliers de pieds d'olivier. d'accord. Et c'est tombé à l'eau, faute d'argent. Voilà, l'argent, c'est le nerf de la guerre. Il n'y a pas d'argent. D'accord. Et cette terre-là, on peut planter que des oliviers? Non, non, non. Mais c'est pas une bonne terre. Les gens ici sont pauvres. Ouais. Donc ils n'ont pas les moyens d'acheter de l'engrais. D'accord. Et ils sèment comment dirais-je, très peu Oui, oui, pour avoir beaucoup. Mais c'est pas c'est possible. pas possible. C'est pas possible. Donc le rendement, il est très faible. D'accord. Donc ici, c'est les moutons. Oui, Les moutons, c'est le grain. oui. Voilà, essentiellement c'est ça. Hein. Oui, donc Monsieur Bruno, quel est votre savoir-faire pour que cette terre-là, elle sera mieux dirigée, pour qu'elle donne encore plus
de produits, encore Alors, plus de plantes, encore plus de... Au début, quand je suis arrivé ici, j'achetais le fumier des paysans à côté Oui, pour mettre dans mes champs. d'accord. L'année d'après, ils n'ont plus voulu me vendre. Pourquoi? Ils ont mis leur fumier dans leur champ. D'accord. Donc là, l'exemple est très pertinent. C'est-à-dire que les gens ont compris qu'il fallait... bon, le fumier pour eux, il restait là, il ne bougeait pas d'année en année. Oui, Et là, maintenant, ils le mettent dans les champs. Donc, ils ont une amélioration. d'accord. Voilà. Très Et bien. ici, quand même, le problème, c'est aussi l'eau. S'il n'y a pas d'eau, on a beau mettre de la bonne terre, de bons grains, Il a plu cette année? non. Non. Depuis, ça fait au moins 6 mois qu'il n'y a pas plu. Là. D'accord. Et normalement, est-ce que avec vos contacts, avec votre relation dans le domaine de l'agriculture, il n'y a pas des possibilités comment, à la limite, faire jaillir l'eau du sol, ou comment trouver des moyens d'irrigation que ça va être bénéfique pour toute la région? Bah, il y a ici, on dit qu'entre Siliana et Casserine, Oui. il y a une énorme nappe souterraine, D'accord. une nappe phréatique. Oui, Seulement, il faut y accéder, il faut oui, y aller. Alors, en bas, par exemple, à La Roya, il y a beaucoup d'eau. oui, Ils ont énormément d'eau. Le problème, c'est d'amener l'eau ici. oui. Alors moi, j'ai dans mon projet, j'ai un sondage, un nouveau sondage Oui. à faire à 1 km, même à 500 mètres d'ici, Oui, pour aller chercher l'eau, très pour bien. mettre le goutte à goutte sur mes oliviers. D'accord. Voilà, ça fait partie du projet. Bien sûr. Mais ça demande aussi de l'argent. Et combien à peu près? Bah là, rien que le sondage, il faut compter au moins 20 000 dinars. Oui. Et puis le goutte à goutte, j'ai fait faire une facture, ça fait 27 000 dinars. Donc presque 47 000 dinars. Voilà. Oui, et 47 000 dinars, c'est-à-dire vous n'avez pas une banque derrière vous pour avoir un crédit bancaire? Non, Pourquoi? non. La BNA m'a toujours refusé, puisque je suis à la BNA. Pourquoi? D'abord, je suis étranger, m'a dit le directeur régional. J'ai mal pris ça. Mhm. J'ai dit, vous êtes content quand on amène l'argent, mais Ouais. pour nous aider, vous n'êtes pas là. Ouais, c'est pas Vous gentil. êtes étranger, c'était pas sympa. Ouais, c'est pas gentil. En plus, mon âge, Mm. parce qu'il y a une loi tunisienne qui dit on prête jusqu'à 71 ans. Moi, j'ai 78 ans, on ne prête pas. D'accord. Voilà, et puis ils n'ont pas envie de prêter de l'argent, voilà. Parce que Et vous n'avez pas trouvé de solution auprès des organismes en France? Ils sont tellement nombreux pour aider un Français à s'installer en Tunisie, ben, je ne pour connais créer pas, de en fait. l'emploi. En fait, je ne connais pas et Mm. peut-être que je me débrouille mal, hein, peut-être que je ne suis pas assez demandeur. D'accord. Voilà, c'est possible ça. Hein. Ouais, d'accord. Vous n'êtes pas un amoureux de l'informatique, de l'Internet, de faire de recherche, envoyer des mots de recherche sur Google pour savoir s'il y a des organismes. On peut trouver si on fait l'effort. Oui, bah, Ouais. écoutez, là je viens d'engager un nouveau directeur, on va s'en occuper. Voilà, ce sera son prochain métier. Voilà. D'accord. Ici, actuellement, en Tunisie, regardez comme il fait beau. En France, déjà, il fait tellement un sale temps. Ici, c'est vraiment presque sur le paradis. Vous ne voyez pas qu'il faut trouver des solutions pour qu'on installe énormément de Français ici chez nous et qu'il y aura un échange bénéfique pour le transfert du savoir, de technologie. Est-ce qu'il n'y a pas une volonté par vous, par vos intermédiaires, par vos amis, de créer un cercle d'amis pour la Tunisie, pour qu'on invite des Français à s'installer et faire comme vous avez fait? Écoutez, quand je raconte en France les Oui. difficultés administratives, Oui. ça ne donne pas envie de venir s'installer en Tunisie. Pourquoi vous avez des problèmes avec l'administration aussi? Absolument. Quel absolument. genre de problème? Ben, des problèmes, par exemple pour l'Office du tourisme, ça Oui. fait depuis 2008, ça fait 4 ans Oui. pour avoir l'OK définitif. 4 ans. Pour quel OK? Comment? Quel OK? Ben, on me donne l'autorisation d'ouvrir. Donc ils savent hein, que je suis ouvert quand même, mais Oui. c'est pas définitif. Alors ce sont des bricoles, une prise qui n'est pas masquée,
le papier de toilette qui n'est pas là, il faut qu'il soit là, le sèche... Voilà, des choses comme ça empêchent le fonctionnement d'un établissement qui pourrait embaucher 13 personnes. C'est vrai. Voilà, c'est ça l'administration. Les gens sont dans leur rigidité, psychorigidité. Ils font leur devoir, hein. Ils font leur devoir. Mais ce devoir-là, ils n'ont pas la vision, est-ce que ce monsieur va embaucher des gens ou pas? Voilà, c'est pas la mentalité, quand je disais changer de mentalité, c'est de s'apercevoir que les gens, en Tunisie, les gens ont besoin d'emploi. Et on ne fait rien pour favoriser l'emploi, rien. L'administration nous bloque sur des procédures qui s'avèrent peut-être nécessaires, mais qui pourraient être remises. Ce qui est important, c'est de créer l'emploi. Oui. Est-ce que vous avez frappé sur les bonnes portes? J'ai tout fait. Tout fait. Tout fait. En dernière date, là, j'avais une autorisation de la sécurité civile. Là, au moment d'ouvrir, on nous dit « Ah, ben non, il faut recommencer parce que tous les 2 ans, il faut recommencer. » Donc, toute la procédure. Alors, ça veut dire quoi? Ça veut dire que les extincteurs, il faut les recharger. Qui les recharge? C'est à Tunis, tout est à Tunis. Il faut un contrôle électrique. C'est à Tunis. Et moi, je paye. Voilà l'administration. D'accord. Et à votre avis, vous n'avez pas essayé d'intervenir par vos relations, par vos amis tunisiens dans le nouveau gouvernement actuel? Moi, le gouverneur, tout de suite après la Révolution, il y a un gouverneur qui est venu ici, puisqu'on fêtait les 40 jours des martyrs de la Roya. Il y a une grande fête ici pour le souvenir. Il est venu, il a trouvé mon projet excellent, etc. Voilà, puis c'est tout. Les gens m'accueillent bien, les gens sont charmants, les gens bravo, c'est un bon projet, bienvenue. Mais au niveau des résultats, rien. Le seul résultat que j'ai eu, c'est 500 dinars de la part de l'APIA. 500 dinars. J'avais envie de lui jeter en lui disant je ne vous demande pas l'aumône. C'est vrai. Et vous n'avez pas essayé par vos amis ici de Rouhiya de créer un cercle de soutien d'amis pour votre projet et comme ça vous allez frapper plus fort? Je ne crois pas. Chacun regarde pour soi. C'est dommage. Donc on va continuer l'interview, mais on va essayer de se déplacer maintenant. On va regarder, vous allez nous expliquer votre établissement, comment ça fonctionne, comment elle va fonctionner et on continue l'interview. Merci beaucoup. À tout de suite. Ben voilà, je vous invite à rentrer. Et ici, la salle, le restaurant que j'ai voulu essayer de mettre intime et en même temps avec une connotation arabe. Voilà. Ouais, voilà. C'est pour ça qu'il y a des rappels, hein, des tableaux arabes un peu partout. Cette lumière, ces voiles, voilà. Ce que je voudrais, c'est que les gens qui arrivent ici se sentent dépaysés, voilà, dépaysés pour approcher une autre culture, la culture des autochtones, et de contacter les gens d'ici, d'aller manger chez eux, d'apprendre à faire des tapis, d'apprendre ce que les gens vivent ici, voilà. C'est ce mélange-là qui me paraît intéressant pour des gens qui vont faire du tourisme. Moi, lorsque je me baladais un peu partout, ce que je recherchais, c'était le contact humain, des gens du pays. Et ce que je leur propose aux gens qui viennent ici, aux personnes qui désirent venir à Mouton-Vert, c'est de les mettre en contact justement avec tous les paysans du coin, les Tunisiens qui sont ici, qui vivent ici, de se partager un moment ensemble, voilà, pour se comprendre. C'est l'objectif, dépaysement et contact avec la nature et avec les gens. Vous voulez visiter les chambres? Hein? Oui. Ici, c'est chez moi. C'est là où je vis. J'ai ramené mes bouquins de France. Et je vais vous faire voir quelque chose. Non. Le livre que j'ai écrit moi-même. Voilà. Voilà, on le trouve à la FNAC. Il faut le commander parce que c'est pas de grande diffusion. Hein. C'est un livre sur la psychothérapie. Donc c'est pas une grande diffusion. Voilà.
mon père et ma mère. Et ici, c'est mon groupe d'étudiants que j'avais en France. Attends. Voilà, ici c'est notre jardin. Alors vous voyez, on a semé des fèves, on a semé des petits pois, ça commence à pousser. L'objectif c'est d'être autonome au niveau des légumes. Moi ce que je voudrais c'est pouvoir vivre en autarcie, c'est-à-dire produire les légumes nécessaires pour le restaurant, produire les animaux, produire sans être obligé d'acheter. Pour prouver que c'est faisable. C'est ça, l'objectif, c'est de prouver qu'on peut vivre de cette manière. Et on peut vivre à partir de notre production, de notre autonomie. Si on donne cet exemple aux paysans ici, peut-être qu'ils ne seront pas obligés d'aller au souk, acheter, dépenser leur argent. Voilà. Parce qu'ils ont la terre. Le problème, c'est l'eau. Voilà. Il y a la terre, mais il n'y a pas d'eau. C'est ça le problème. Enfin, nous, tant bien que mal, on arrive à produire nos tomates, on a fait des petits pois, les fèves, on arrive à produire nos... Voilà. Et ce que j'aimerais, si j'ai le solaire, c'est de faire une serre, une grande serre, et ce qui me permettrait aussi de chauffer la piscine toute l'année, si j'avais le solaire. Mais le solaire, j'arrive pas. Alors, c'est trop tôt pour parler de rentabilité, pour l'instant ça me coûte. Et tu sais comment je paye avec mes pensions de retraite, le coût. Pour l'instant ça me coûte. On a ouvert ici l'hôtel depuis mai 2012. L'année dernière, on a eu très peu de personnes. Cette année, ça repart, parce que depuis janvier, on a des ingénieurs qui explorent la montagne où il y a du phosphate. Ce sont des géologues et donc ils viennent habiter ici. Et ça nous amène un apport conséquent. J'ose espérer que d'ici quelques temps, on va équilibrer nos dépenses et nos... Voilà, j'espère, Inch'Allah. Le message, c'est vous êtes accueillis avec chaleur, avec amour, et si vous aimez la nature, si vous aimez les gens, vous êtes les bienvenus, bien sûr.